Quelque chose de crucial pour la logistique militaire de la Russie serait actuellement soumis à une pression croissante, quelque chose de puissant, mais difficile à remplacer et bien plus décisif que beaucoup ne l'imaginent au premier abord. À première vue, l'attention se porte souvent sur les pertes humaines ou matérielles. Pourtant, malgré les difficultés persistantes, la Russie continue de maintenir ses effectifs grâce à des incitations financières, des campagnes de recrutement et des dispositifs de mobilisation structurés, incluant des canaux de recrutement étrangers et des programmes basés sur les établissements pénitentiaires. En d'autres termes, la main-d'œuvre n'est pas encore devenue la contrainte décisive. La contrainte la plus profonde est ailleurs, moins visible mais bien plus fondamentale. La logistique. Et au cœur de ce système se trouve une ressource essentielle, le carburant. Car sans carburant, même les formations militaires les plus avancées perdent leur mobilité, leur coordination et leur portée opérationnelle. Sur plusieurs axes du front, des rapports indiquent une pression croissante sur l'infrastructure énergétique russe. Les perturbations affectant les capacités de raffinage et les réseaux de distribution provoquent des effets en cascade sur les corridors de transport et les chaînes d'approvisionnement. Certaines installations endommagées nécessiteraient des délais de réparation très longs, avec des projections allant jusqu'en 2026, voire 2027 pour un rétablissement complet. Cette situation n'est pas isolée, elle est systémique. À l'heure actuelle, plus de 600 000 soldats russes seraient déployés dans un environnement opérationnel fortement contraint, s'étendant sur un front de plus de 1000 km. L'ensemble de ces forces dépend de routes logistiques interconnectées, de plus en plus sous tension. La pression la plus sévère est signalée dans le sud. Le groupe du Dniepr, opérant le long de la ligne s'étendant de la Crimée jusqu'à la rive gauche des régions de Kherson et de Zaporijia, dépend fortement d'un système de ravitaillement vulnérable. Au cœur de ce dispositif se trouve l'autoroute R280, qui relie le port de Rostov-sur-le-Don en passant par Marioupol occupé, Berdiansk et Melitopol jusqu'à la Crimée. Avec la baisse de capacité du pont de Kertch, cette route est devenue l'artère logistique principale des opérations dans le sud. Depuis 2024, Moscou aurait investi environ 11,8 milliards pour renforcer ce corridor. Cependant, les perturbations répétées et la pression constante ont fortement réduit sa fiabilité, le transformant en goulet d'étranglement plutôt qu'en ligne d'approvisionnement stable. Des nœuds clés le long de cet itinéraire, notamment la zone de Berdiansk, ont été touchés à plusieurs reprises, avec une concentration particulièrement forte des pressions dans ce secteur. Un exemple souvent cité concerne la situation d'un régiment aéroporté russe sur la péninsule de Kinburn, où des perturbations dans les livraisons de carburant, de munitions et de vivres auraient contribué à des décisions de repositionnement et à des retraits partiels, selon des déclarations du commandement opérationnel ukrainien du Sud. Plus loin sur l'axe sud, notamment en direction de Zaporijia, des rapports de commandants ukrainiens indiquent une réduction mesurable des flux de munitions et de drones russes. L'activité de drones de reconnaissance aurait diminué d'environ 2/3, et dans certains cas, des unités d'infanterie auraient été observées transportant manuellement des munitions d'artillerie en raison de pénuries de carburant affectant les véhicules de transport. En pratique, les forces mécanisées sont de plus en plus contraintes par l'incapacité à alimenter les systèmes même censés assurer leur soutien logistique. À l'est, notamment dans la région du Donbass, y compris la direction de Liman, la situation prend une forme différente. Ici, les forces russes auraient augmenté leur rythme opérationnel en anticipation d'une détérioration des conditions logistiques. Les analystes décrivent cela comme une transition vers des engagements accélérés et moins préparés autour de zones comme Prosk, où les offensives semblent plus comprimées et réactives. Des blogueurs militaires évoquent des retards persistants dans les convois de ravitaillement, un rationnement du carburant et une pression croissante sur la coordination au niveau des états-majors. Au nord, notamment dans les régions de Belgorod et de Koursk, le défi dépasse le seul carburant.
Les lignes d'approvisionnement alimentant les secteurs opérationnels du Nord sont sous pression en raison d'une activité persistante de drones, tandis que les systèmes de défense aérienne ont été partiellement redéployés pour protéger Moscou et des infrastructures stratégiques. Cela crée une double contrainte, une protection réduite au front et une logistique sous tension à l'arrière. Bien que les pénuries de carburant soient moins sévères au nord qu'au sud, l'équilibre entre l'approvisionnement des lignes de front et la demande intérieure devient de plus en plus difficile à maintenir. Dans tous les secteurs, les systèmes les plus affectés sont ceux qui dépendent le plus de la mobilité. Chars, véhicules blindés et convois de ravitaillement. Un char russe, comme le T-72, transporte environ 1590 litres de carburant et consomme entre 2 et 4 litres par kilomètre selon le terrain. À l'échelle d'un bataillon, les besoins en carburant augmentent rapidement, consommant en quelques jours ce que des industries civiles utiliseraient en plusieurs mois. Cependant, à l'heure actuelle, cette demande n'est pas entièrement satisfaite de manière constante. Le problème est aggravé par le fait que les convois ne transportent pas uniquement du carburant. Ils acheminent aussi des munitions, des batteries de drones, des pièces détachées et des vivres. Lorsque ces convois sont retardés, des unités entières subissent simultanément des pénuries dans plusieurs catégories. Sur le plan opérationnel, lorsque le ravitaillement ralentit, les unités ne cessent pas nécessairement le combat, mais leur manière de combattre change. De plus en plus, des rapports indiquent un basculement des manœuvres blindées vers des tactiques davantage centrées sur l'infanterie. Sans carburant pour les véhicules blindés et les BMP, les déplacements opérationnels deviennent plus limités, plus prévisibles et plus fragmentés. Cette évolution aurait influencé la planification opérationnelle russe dans des zones telles que Pokrovsk, Liman et les secteurs du sud, où les engagements deviennent plus rapides mais de moindre ampleur. Selon les évaluations de l'Institute for the Study of War, au cours des 3 premières semaines de juin, l'activité opérationnelle russe a augmenté en intensité, mais la taille individuelle des engagements a diminué. Ce schéma est associé à des actions plus précipitées et moins coordonnées. Entre le 1er et le 22 juin, les pertes quotidiennes rapportées ont dépassé 1000 personnels pour la première fois depuis mars 2025, tandis que certaines estimations faisaient état de pertes matérielles atteignant environ 330 et 1 million de dollars en une seule journée. Au niveau logistique, les opérations de convoi nécessitent désormais des ressources d'escorte supplémentaires en raison de la menace des drones. Cela réduit le nombre de personnels disponibles pour les déploiements en première ligne, accentuant encore la pression sur les capacités opérationnelles. Des schémas similaires avaient déjà été observés lors de l'offensive sur Kyiv en 2022, où les pénuries de carburant et la congestion des convois avaient contribué à l'enlisement des avancées et à des défaillances logistiques. Le 23 juin, des missiles de croisière ukrainiens ont frappé une usine de production de craie à Alexeyevka, dans la région de Belgorod, causant des dégâts importants. L'installation produit du carbonate de calcium utilisé dans la stabilisation des composés de munitions, où il contribue à réguler la stabilité chimique et la fiabilité du stockage. Le 22 juin, une frappe importante a également été signalée à Voronej, visant l'usine de semi-conducteurs Vera, Voronej Semiconductor Devices Plant. Cette installation produit plus de 900 types de composants électroniques utilisés par plus de 1000 entreprises russes, notamment dans des systèmes tels que les unités de guidage des missiles Iskander